Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité de marque, Arnaud, donc qui est psychologue clinicien, sexologue et thérapeute de couple. Bonjour tout le monde, voilà. Voilà, donc du coup, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est donc l'attachement évitant, mais on va un petit peu voir tout ce qui pose problème dans une relation avec du coup les personnes qui ont un attachement évitant. Donc moi, je vais te soumettre ce qui, moi, je trouve pose problème de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu voir autour de moi. Et toi, tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses. Ok. Voilà. Très bien. Du coup, premier sujet, moi je dirais l'auto-sabotage dans la relation. Oui. Donc c'est un gros sujet puisque je trouve qu'ils vont à chaque fois, au fur et à mesure, bon au début c'est pas trop présent, quand la relation n'est pas trop installée, on voit pas trop ce sabotage-là. Mais au fur et à mesure que la relation avance et que leur attachement grandit, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un sabotage qui se met en place automatiquement. Et ils vont faire que des actions pour saboter, rater des rendez-vous, ne plus répondre aux messages. Enfin, que des actions qui vont saboter, qui vont faire que la personne en face, elle va pas comprendre ce qui se passe. Tu vas me dire un petit peu... On observe souvent que l'auto-sabotage, ça vient surtout d'une pression qu'ils peuvent ressentir dans la relation. Hein. Rappelez quand même que pour l'évitant, il s'agit surtout plutôt d'un lien que d'une relation. On expliquera ça, j'essaierai d'expliquer ça plus tard. Oui. Et que donc, en fait, lorsqu'il y a le sentiment, la perception, la sensation qu'un lien est peut-être un peu trop fort, donc qui ressemble en fait pour quelqu'un de classique plutôt qui s'apparente à une relation, en fait, l'évitant, ce qu'on voit, c'est qu'il a beaucoup de mal avec ça. Et en fait, ça s'explique assez simplement, c'est que dès sa plus tendre enfance, en général, si on regarde les théories de l'attachement selon Bowlby et tout ça, on voit en fait que l'évitant a grandi en mettant ses besoins de côté, très probablement et possiblement parce qu'on n'a pas répondu correctement à ses besoins. Alors, ça peut être aussi une perception, attention, hein, ça veut dire que les mamans ou les papas sont tous coupables. Hein. Ça peut être une perception qu'on ne réponde pas suffisamment bien à mes besoins, ou que si on y répond pas de manière systématique ou de manière de travers. Voilà, et donc, au bout d'un moment, l'enfant se dit, tiens, il va falloir que je garde mes besoins pour moi. Ok. Donc, je garde mes besoins pour moi, c'est-à-dire que je n'en parle plus. Pourquoi? Parce que j'ai quand même un sentiment d'insécurité émotionnelle. Donc ici, c'est vraiment des croyances qui sont sous-tendues par des expériences, une dimension expérientielle là-dedans. Et donc dans ce cas-là, l'enfant grandit avec des besoins auxquels il se dit seul. Donc une autre croyance qui va apparaître, c'est je suis le seul à même de pouvoir répondre à mes besoins. Ok. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on le met dans une situation où potentiellement on lui demande quelque chose, parce que ça veut dire que s'il est le seul à pouvoir répondre à ses besoins, ça veut dire aussi que, d'une certaine manière, il est habitué à ne pas répondre aux besoins de l'autre. Parce que curieusement, il hérite évidemment de ce sur quoi il a lutté, hein, ce sur quoi il a lutté. Donc, on se dit, tiens, normalement, il a un parent évitant, hein, imaginons que ce soit une maman qui soit évitante. Il dit, ok, elle ne répond pas correctement à mes besoins, je me mets à l'écart, mais en me mettant à l'écart, je suis censé dire, tiens, moi, peut-être plus tard que, il ne se dit pas ça tout petit, mais plus tard, on peut se dire, tiens, il prendra conscience, et en fait, il ne prend pas conscience de ça. Là, c'est moi qui m'emmène un peu les pinceaux, c'est qu'il ne prendra pas conscience de ça, parce que c'est d'abord un mécanisme de défense. Donc, en gros, je sais qu'on ne répondra pas à mes besoins. La croyance sous-tendue qui est inconsciente, c'est je suis le seul à pouvoir répondre à mes besoins. Je grandis comme ça. Donc en grandissant comme ça, je me suis déconnecté émotionnellement. Et donc, le fait de me dire, tiens, par rapport à l'autosabotage, si l'autre, en fait, me met dans une situation où potentiellement je pourrais me reconnecter à moi-même, eh ben, ça me fait extrêmement peur. D'accord. Ok.
L'autosabotage, c'est toujours mettre de la distance. Hein. Le but, c'est quoi? C'est un mécanisme de défense. Donc, je mets de la distance émotionnelle entre elle et moi, ou lui et elle, un peu importe. Et donc, ça s'explique plus ou moins de cette manière-là. Il y a peut-être d'autres choses encore, parce que j'ai noté d'autres choses. Oui, c'est un peu ça, par rapport à la question de l'autosabotage. Donc, une fois que je me sens un peu trop potentiellement, où j'arrive vers une connexion à moi-même, parce que l'évitant souvent est dissocié, hein, donc il est très rarement connecté à lui-même, et donc c'est aussi un mécanisme de défense. Si l'autre me contraint, par exemple un anxieux ou un dépendant contraint de par son profil aussi, soit un peu trop, on va dire, percutant quant à un besoin de relation, ou de demande qui va dans ce sens-là, directement je mets le haut là et je me dis, ça ne sera pas possible. Et du coup, je sabote. Parce que là, je sens que potentiellement, je vais me connecter à moi-même, et en fait, me connecter à moi-même, ça me donne des sueurs froides. Mais est-ce que le partenaire, il peut faire quelque chose pour éviter que l'évitant sabote finalement? Il n'y a rien à faire là. Est-ce qu'il peut... Enfin, non, moi j'ai l'impression qu'en plus, il peut rien faire. C'est-à-dire que quand il sabote, bah... C'est-à-dire que normalement, il est censé rester dans un lien. Pour pas activer l'évitant, on est censé rester dans un lien. Je vous rappelle quand même que le lien, il y a pas réellement de connexion à soi. Il n'y a pas de compréhension réel d'un besoin de l'autre, hein, puisque je suis pas connecté à moi, donc je suis pas connecté à l'autre non plus. Mais si je reste dans ce lien, c'est-à-dire où il y a quand même une distance émotionnelle, il n'y a pas trop de problème, tu m'actives pas, moi je continue à vivre ma vie d'évitant, tranquille. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas réellement dans une vraie relation. Voilà, j'allais y venir. J'allais dire, du coup, c'est pas une réelle relation, c'est tu es que dans un lien. Bah, bien sûr. Quelle est la différence entre un lien et une relation, du coup? Est-ce que tu peux le lien, ça ne nécessite pas de connexion à soi ou à l'autre. C'est mon rapport avec certains collègues du travail. D'accord. C'est-à-dire, quelque chose d'assez distancé. Oui, une distance émotionnelle, je suis en lien, mais ça ne change pas grand-chose qu'il se passe un truc ou un autre. Quand je suis dans une relation significative, c'est-à-dire avec mon amoureuse ou voilà, à ce moment-là, comment dire, il y a quand même un besoin de connexion un peu plus profonde. Et d'attachement, du coup. Et du coup, d'attachement, mais l'attachement, c'est possible que si je suis connecté. Ah oui. Donc, quand je suis en lien, tant que je reste en lien, je ne suis pas connecté à moi-même. Et donc, potentiellement, je peux garder un lien d'attachement distancié. D'ailleurs, c'est ce que fait l'enfant évitant. Hein. Il est dans un lien distancié. Avec sa mère déjà de base, il est déjà pas dans une relation mère-enfant, mais plutôt dans un lien déjà. Enfin, c'est la mère, je pense, qui instaure ça. Oui, mais à son insu, à la maman. Oui, bien sûr. C'est l'enfant qui le perçoit de cette manière-là et qui va dire ensuite, voilà, moi, j'ai compris que je vais devoir m'en sortir seul. Et donc, je vais commencer à développer un rapport très indépendant au monde, quoi. Et donc, mes représentations du monde, c'est, en gros, je suis seul au monde, je vais devoir répondre à mes propres besoins. Voilà. Et donc, le sabotage, c'est si tu me mets dans une situation qui n'est pas une situation naturelle pour moi. Et la situation naturelle pour moi, c'est de ne pas être connecté à moi-même, c'est d'être en lien plutôt qu'en relation. Et si tu déroges à cette règle implicite, tacite, du coup, tu m'actives. Je vois. Il y a aussi, du coup, ça va un peu ensemble, mais l'aspect très indépendant de la personne évitante, qui est en couple, mais qui finalement, c'est comme si elle était seule. Les personnes qui sont en couple avec des évitants, elles ont l'impression pas d'être réellement dans un couple. D'ailleurs, c'est difficile de dire relation. Souvent, on a l'impression qu'on est justement dans un lien et que l'évitant, il va à chaque fois faire des actions comme s'il était tout seul. Il va aller partir en voyage sans prévenir, surtout pour comme on disait, pour
l'évitant plutôt dédaigneux et pas le craintif, qui va vraiment prendre des décisions sans que l'autre en fasse partie finalement. Donc on a l'impression qu'il est tout seul dans la relation. Du coup, d'où vient cette indépendance, cette ultra-indépendance, on peut dire? Et pas cette autonomie, vraiment, il y a une différence. Oui, tu vois bien là, effectivement qu'il y a une différence entre l'indépendance et l'autonomie. Donc l'indépendance, c'est que, et dans ce cas, d'abord l'autonomisation aussi, hein, c'est-à-dire que ce sont des enfants en général qui vont s'autonomiser très très jeunes, très très vite. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils doivent répondre à leurs propres besoins tout seuls, ça ils ont compris. Donc ils ont compris que ils n'allaient pas avoir de l'aide par rapport à leurs besoins émotionnels ou autres, hein. Et donc, ils ont décidé eux-mêmes de dire je me prends en main. Et donc, ça va être des enfants, non seulement qui vont mettre en place ce style d'autonomisation ou d'indépendance, on va dire, bon, bien qu'on ne puisse pas encore appeler ça indépendance si jeune, mais autonomisation par rapport aux jeunes de leur âge, ben, ils vont être un peu différents. Ils s'occupent seuls, ils font beaucoup de choses déjà seuls, en fait. Hein. C'est-à-dire, en gros, ils savent bien que maman ne va pas jouer avec eux. Ils l'ont déjà intériorisé, quoi. Alors, c'est pas toujours vrai, mais la perception, c'est celle-là. Donc, en fait, je vais jouer seul, je vais mettre mes trucs, certaines choses en place seul. Pourquoi? Parce que la croyance qui est sous-tendue derrière, c'est au fond, il n'y a pas mieux que moi pour répondre. Tu vas devoir te débrouiller tout seul, finalement, quelque part. Donc, ils grandissent comme ça. Donc, au bout d'un moment, ça, pour eux, c'est normal. Donc, lorsqu'ils sont adultes, ce qui les horripile au plus haut niveau, c'est de voir des personnes qui ne sont pas capables de se débrouiller seules. Ça, on voit bien. Je ne comprends pas. Donc, ils détestent ça. Oui. Ils détestent ça parce qu'eux ont dû être dans cette situation-là en pensant que c'était normal. Sauf, en fait, que ce n'est pas tout à fait normal. Et là, on peut faire une différence entre ce qui est de l'ordre de l'autonomie et de l'indépendance. Autonome, c'est bien dans le sens où, comment dire, je sais me débrouiller seul, mais je ne suis pas mis dans quelque chose qui peut apparaître comme étant de l'indépendance toxique. C'est-à-dire, me, myself and I, quoi. Il n'y a que moi qui compte. Autocentré, je ne vois plus personne, je décide tout seul, je m'en fous finalement de ce que l'autre peut penser, parce que le problème, il est là. En fait, comme il n'y a pas eu de besoin, il n'y a pas eu un échange dans l'échange de demande, réponse à un besoin, demande d'un besoin et réponse à ce besoin-là, ben, ils sont habitués en fait à fonctionner avec eux-mêmes. Là, c'est un circuit interne qui est présent. C'est-à-dire que quand ils grandissent, au fond, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent dire ou demander quoi que ce soit à l'autre. Donc, en général, alors là, il y a des petites différences quand même entre certains profils quand même d'évitants, mais les évitants les plus, on va dire, les plus intenses, hein, souvent, ils vont vous informer de ce qu'ils font, de ce qu'ils vont faire, mais votre avis n'a pas beaucoup d'importance. Donc, je ne sais pas si ça... On est mis devant le fait accompli, oui, bien sûr. Est-ce que ça, c'est parlant Bien sûr, on est mis devant le fait accompli, en fait. Donc, on se sent clairement seul dans la relation, et l'évitant, il a décidé, sans finalement demander l'accord de la partenaire ou du partenaire. J'avoue que c'est hyper déroutant de voir quelqu'un dans un couple. Ben, c'est comme si on n'était pas en couple, finalement. Je pense que on ne peut pas être en couple dans une relation classique et être indépendant. Qui dit couple sérieux, sérieux dans le sens où il y a une certaine forme d'engagement l'un envers l'autre. On n'est pas sur une relation légère, on est sur des bases établies, etc. Je trouve que d'être indépendant, ça va carrément à l'encontre du couple. Parce que si l'autre il prend à chaque fois des décisions sans en informer l'autre, il ne se sent pas du tout impliqué dans le couple, le partenaire, il se sent complètement seul. Et je ne vois pas comment la relation peut fonctionner. Ouais, pour moi, c'est totalement incompatible d'être indépendant, parce que quand tu rentres dans un couple sérieux, il y a une codépendance qui se crée, une codépendance saine qui se crée.
mais l'évitant, fuyant toute forme de dépendance ou même un tout petit peu de dépendance envers l'autre, même tout à fait normal, il le voit comme effrayant finalement. Donc, il va avoir une hyper indépendance qui va mettre clairement à mal et le partenaire et du coup la relation. Enfin, je vois pas comment une relation peut fonctionner en étant indépendant. C'est très compliqué, effectivement. Et on voit de toute façon qu'il y a beaucoup de plaintes des styles d'attachement plutôt anxieux, dépendants, affectifs, etc. C'est très compliqué parce qu'on est vraiment à des opposés. Et en même temps, c'est que oui, il faut savoir aussi, j'ai oublié de dire une chose tout à l'heure, c'est que en fait, pour pouvoir garder le lien, hein, c'est-à-dire avec la maman, par exemple, en sachant qu'elle ne répond pas, en tout cas la perception de l'évitant, c'est qu'elle ne répond pas à ses besoins, pour garder ce lien, il faut absolument que je crée un personnage qui me permette de pouvoir maintenir un lien. Et ce personnage, c'est un faux self. Ah oui, très présent. Donc moi, tant que je suis dans un faux self, et donc puisque j'ai l'habitude, le personnage faux self, ça me permet d'être en lien et donc pas en relation. Hein. Si tu me pousses un peu trop dans mes retranchements, ça veut dire que potentiellement, tu risques de m'activer, mais cette fois-ci en me dévoilant quelque part mon faux self. Ah. Et en le démasquant. Ah oui, d'accord. Ça veut dire... Percer à jour, quoi. Voilà, percer à jour, ça je peux pas. Puisque oui. c'est le personnage qui est là depuis tout petit. C'est-à-dire... Ah oui. En réalité, je tourne pas le dos à ma maman, petit. Je reste, pour rester en lien, je suis obligé de montrer une certaine figure, une posture. Et donc, je dois mettre en place un faux self. D'accord. Je maintiens le lien de cette manière-là. Ah oui. Donc, plus tard, moi, je suis dans mon faux self, mais sauf que moi, je l'ai accepté comme étant moi, en réalité. Ah oui, ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie de ma personnalité. Mais sauf que je tombe maintenant sur quelqu'un qui est un peu plus en demande relationnelle. Moi, je suis habitué à avoir développé un lien et non pas une relation. Mais en même temps, pour survivre, j'ai un faux self. Comme ça, je suis quand même un personnage. Bon. Et on me pousse dans mes retranchements. Potentiellement, on m'active. On m'active pourquoi? Parce qu'en fait, je vais maintenant devoir montrer un personnage que j'ignore même je ne sais pas très bien qui je suis. Parce que c'est ça aussi le problème de créer un personnage, c'est que un faux self, c'est que on est face à une image, mais une image qui n'a pas été introspectée. Donc je ne suis pas rentré, en moi-même, essayer de savoir qui je suis, etc. En général, l'introspection, c'est très compliqué pour un évitant, parce que ça le ramène à se positionner à partir où potentiellement l'estime de soi pourrait être touchée. Si je fais de l'introspection, potentiellement, c'est déjà compliqué de faire l'introspection, parce qu'en général, on met tout comme ça de côté, je veux rien savoir, j'ai un faux self, regardez l'image que j'ai ici, alors c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, j'ai fait en sorte que je puisse toujours rentrer en lien avec les autres de cette manière-là, je insiste, en lien, pas en relation. Si vous me bousculez, ça veut dire que potentiellement, je vais devoir me reconnecter, parce que c'est ça, l'introspection, en général, il y a quand même une dimension de reconnexion, et je ne peux pas me reconnecter. Et parce qu'en fait, me reconnecter, c'est la douleur primale. Ah oui. Si je me reconnecte, ça veut dire que potentiellement, je peux souffrir. Or, si je me suis déconnecté, donc si je me suis dissocié, c'est justement pour ne pas souffrir. Ah oui. Donc, je sais que c'est très... je dis ça parce que je vois beaucoup de commentaires sur les évitants. Je vois que beaucoup de gens sont très, très énervés par rapport aux évitants. Et en fait, il faut peut-être aussi... Alors, c'est pas les excuser ou pas ceci. De toute façon, moi, je ne suis pas là pour excuser ou pas excuser. La question, c'est que, voilà, on a un trouble. Bon, on essaye de voir, en fait, de voir quel est le construit, quelles sont les dimensions sur lesquelles on peut potentiellement agir.
Mais pour moi, les évitants sont tout à fait, comment dire, capables d'avancer aussi, c'est-à-dire de pouvoir bouger, mais c'est plutôt lent. C'est plutôt lent parce que c'est comme si on demandait à un anxieux, finalement, de réagir complètement différemment de ce qu'il a mis en place pour être un anxieux. Enfin, c'est très compliqué. Donc, je ne sais pas ce que tu penses. Hein, Déjà, sur l'aspect, sur ce que tu dis, quand tu dis que y a beaucoup de personnes qui sont assez énervées contre les évitants, etc. Bien sûr, parce que à un moment donné, je pense que quand tu es dans une relation où en fait tout ce qui est fait en face te fait du mal finalement. Oui. Tout ce qui est fait en face, c'est comme moi je le dis souvent hein, sur ma chaîne, tout ce qui est ghosting, gaslighting. Le slow fading, donc partir en douceur, sans prévenir, le ou la partenaire ne comprend pas ce qui se passe. Toutes ces choses-là, en fait, même si c'est des mécanismes de défense et c'est pour se protéger, ça agresse le ou la partenaire, en fait, qui ne comprend pas pourquoi l'évitant se comporte comme ça. Et puis en plus, en tant que partenaire, en général, au début, on ne sait pas ce que c'est un évitant. On sait juste qu'on est en train de se faire rejeter, finalement. Ça active en nous... déjà, tous les êtres humains ne supportent pas d'être rejetés, mais si en plus c'est un anxieux, c'est encore pire. Donc en fait, ça le touche tellement, ça lui fait tellement mal, qu'il finit par, à un moment donné, s'énerver et finit par être en colère parce que quand vous avez quelqu'un qui essaie de faire de son mieux, je ne suis pas en train de défendre non plus les anxieux, mais je veux dire que tout ce que fait l'évitant va agresser, sans le vouloir, la personne en face, son partenaire qui a un attachement. Quelqu'un qui a un attachement sécure ou un attachement anxieux, il va s'attacher de manière quand même assez normale, enfin même si l'anxieux il va exagérer dans son attachement, mais il va s'attacher, c'est normal, tous les êtres humains s'attachent. Comme l'évitant il veut pas du tout d'attachement et qu'il va couper à chaque fois le lien, quand on te coupe l'attachement à chaque fois, on te coupe le peu de lien que tu as et que déjà on te donnait que des miettes, finalement c'est sûr que tu finis par être très énervé. Bon après tu comprends que c'est un trouble et que il n'a pas choisi d'être comme ça, donc tu vas l'excuser, excuser. Mais la colère, elle est quand même toujours là, en fait. Parce que c'est comme si tu te fais à chaque fois piétiner quelque part. Hein. Donc oui, effectivement. Exactement. Et en fait, l'évitant ne comprend pas ça. Pour une raison très simple. C'est que lui, il a déjà intégré depuis tout petit la notion de rejet. Alors tu dis, on n'a pas envie d'être rejeté, on n'aime pas ceci, cela. Mais lui, il a réglé le problème déjà tout petit. C'est-à-dire, en gros, il s'est dit, de toute façon, si j'exprime mes besoins, je peux être rejeté ou abandonné. Je ne les exprime pas, je n'exprime pas mes besoins. Et déjà, dans mon construit, dans mon édifice interne, au fond, j'ai déjà intégré la notion de rejet. C'est-à-dire que je mets tout en place pour ne pas être rejeté. Et ça veut dire aussi que potentiellement, si je mets tout en place pour ne pas être rejeté, ça veut dire que je ne peux pas rentrer en relation avec les autres. Rentrer en relation, potentiellement, je peux être rejeté. Et je ne peux pas accepter d'être rejeté, parce que c'est tellement dur d'être rejeté. Je me suis déjà dissocié tout petit pour cette raison-là. Donc, l'expérience du rejet, l'autre, il l'a intégré, ou plutôt, il l'a réglé. Il s'est dit, en fait, moi, je ne serai pas rejeté dans ma vie. Et je ne serai pas rejeté comment? Parce que, tout simplement, je me dissocie et je ne rentre pas en relation. Sauf qu'il ne le fait pas consciemment. Ça le sauve, finalement, de se dissocier et de mettre ce mécanisme en place. Et en même temps, le pendant de tout ça, c'est que souvent, ils se retrouvent sur le plan du profil. C'est des profils, en général, plutôt froids. Froid parce que pas connecté à eux-mêmes d'abord. Ce qui donne la vie finalement, d'une certaine manière, c'est la connexion à soi, ses émotions. Exactement. Donc, ils se retrouvent dans cette situation où ils sont pas connectés à eux-mêmes, donc froid. En même temps, pour eux, ils ont déjà intégré la notion de rejet en disant de toute façon je me mets toujours en situation où je peux pas être rejeté. Donc ça veut dire quoi? Si je rentre en lien, et je dis bien en lien parce que pour eux c'est relation, mais en réalité c'est un lien. Je rentre à un lien qui pourrait même devenir une relation, et ça devient dangereux pour eux la relation. Ça veut dire connexion dans tous les sens. Je peux être rejeté, je peux avoir un désamour, je peux être abandonné, je peux être jugé. C'est très très compliqué. Donc s'ils se retrouvent dans cette situation-là,
ils se disent au fond, moi, le rejet, c'est... tiens, je me perds dans ce que je suis occupé à dire, mais surtout... je ne veux pas revivre de rejet, puisque j'ai déjà vécu ça dans l'enfance, voilà, je ne peux pas supporter de me faire rejeter de nouveau, donc je dissocie. Voilà, et donc pour moi, c'est bien, en fait, oui, je rentre en relation... c'est bien vu pour... Oui, je rentre en relation avec, comment dire, une partenaire, en fait, tout ira bien tant que je ne suis pas confronté tant que je suis en lien, je me sens mieux que si je suis en relation. En gros, c'est ça. Or, en fait, les anxieux, les dépendants affectifs, et puis même la majorité des gens, une relation, c'est qu'on veut quand même une connexion. C'est bien normal. Voilà, on veut propre de l'humain quand même. Sauf que pour l'évitant, lui, ça le renvoie vers des choses assez terribles. Tout à fait. Et qui pourrait être rejeté et souffrir de cette fusion, de cette tentative de fusion. Et est-ce que le partenaire peut faire quelque chose à ça? Bon, j'ai déjà ma petite idée sur la question, mais est-ce que le partenaire peut expliquer à l'évitant qu'il ne va pas le rejeter? Est-ce qu'il peut le rassurer par des mots? J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas beaucoup, et que même si on lui dit qu'on ne le rejettera pas, c'est tellement ancré en lui que tant qu'il n'aura pas fait un travail sur lui, sur ce rejet-là, ça ne marche pas, même si on... Que moi, on m'a posé la question en commentaire sur certaines vidéos. Oui. Est-ce que le fait de dire à la personne « je ne vais pas te rejeter », de le rassurer, est-ce que finalement, ça finit par faire son chemin ou pas? Alors, effectivement, il y a des relations comme ça où s'il y a une certaine sécurité émotionnelle, mais une sécurité émotionnelle qui est continue, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que il faut quand même une longue période de sécurité émotionnelle. Pour l'évitant? Ah, bien sûr. Oui, donc, dans un couple, donc sécurité émotionnelle, ça veut dire il se sent à l'aise dans la relation, on le bouscule pas trop. Oui, je sais que tu as envie de le bousculer, mais on le bouscule pas. Non, je sais que c'est juste que compliqué. Parce que de toute façon, le conflit, je veux dire, quand c'est pas un conflit de personne, mais simplement une manière à accorder nos violons, évidemment qu'il y a toujours un moment, de conflit, on part d'un équilibre A dans un couple, on arrive à un nouvel équilibre B. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Des turbulences. Mais ces turbulences sont positives, parce que ça nous permet de mieux nous comprendre, de mieux savoir, connaître les besoins de l'un et de l'autre, ce qu'on attend, etc., etc. Or, pour l'évitant, ces conflits n'ont pas lieu d'exister. Il ne veut pas avoir de conflit. Pourquoi? Parce que le conflit est très souvent interprété de manière négative. C'est-à-dire que si la croyance qui est sous-tendue derrière, c'est si il me critique, si elle me critique, c'est qu'elle ne m'aime pas. Oui, c'est que potentiellement, je suis défaillant, que potentiellement, elle peut m'abandonner. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc pour eux, la critique, il n'y a pas de critique constructive. Et si on en fait une, il faut en faire une tous les lustres. Donc c'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans un chemin de potentiellement de devenir une meilleure version de soi-même. On est plutôt dans quelque chose de statique, avec un équilibre fragile, et qu'il ne faut surtout pas toucher. Et donc, évidemment que c'est compliqué. Parce que la relation, évidemment que il y a un moment quand même, il y a une progression dans une relation. On se connaît mieux, on sait mieux ce qu'il faut dire, pas dire, faire, pas faire, ce qui dérange l'autre ou pas, ce qui fait plaisir à l'autre. Et tout ça, évidemment que pour arriver à ça, il faut que de temps en temps, il y ait des petits tremblements. Je ne suis pas content et j'ai envie de te le dire maintenant parce que ceci, parce que cela et tout. Et c'est plutôt positif. Parce que en gros, dans une relation normale, c'est de dire je peux te faire une remarque tout en t'aimant. C'est-à-dire cette question en fait, de l'ambivalence, normalement, elle doit être gérable. Dans quelque chose de classiquement, enfin j'aime pas le côté normal parce que ça voudrait dire que... Oui. Voilà. Mais ça devrait être géré comme ça. Pour l'évitant, l'ambivalence, c'est très compliqué. Tout doit être plane.
Ah oui, mais... C'est-à-dire, voilà, si tu m'aimes, tu me critiques pas, tu me fais pas de remarques sur quoi que ce soit, tu me demandes pas de changer quoi que ce soit, tu me demandes pas de répondre à mes besoins, tu me demandes pas... En fait, tu me mets jamais en situation où, comment dire, ou tu me confrontes, ou tu me mets face à mes incohérences, ou tu me mets face à mes... Mais ça va pas. Du coup, la relation, on voit bien que là, il y a un gros problème. On est sur une relation à sens unique, quelque part. C'est-à-dire que toi, tu peux te permettre de me faire ce que tu as envie en tant qu'évitant. Tu peux te permettre de... je vais être honnête, je veux dire de me donner que des miettes, de me ghoster quand on a envie, de pas me prévenir quand tu vas quelque part, que j'ai l'impression d'être vraiment seule dans la relation. Et j'en passe, parce qu'il y en a beaucoup des choses. Et par contre, je dois rester linéaire, je dois rester super bienveillante, aimante, t'accepter, ne jamais dire un mot plus haut que l'autre, même quand tu fais des choses qui me blessent profondément, et quand tu me montres que finalement, toi non plus, tu ne m'aimes pas. Moi aussi, je peux me sentir... J'ai aussi des émotions en tant que partenaire, et moi aussi, j'ai le droit, en fait, à ce que tu répondes à mes besoins. Mais je crois que la problématique fondamentale des personnes évitantes, c'est qu'ils ne veulent répondre, comme on a dit tout à l'heure, à aucun besoin. Exactement. Comment, en tant que partenaire, je peux supporter d'être dans une relation où on a l'impression qu'on est quand même deux? Je veux dire, on fait une danse à deux. T'es pas en train de danser tout seul. Tout à fait. Donc, comment on fait pour que notre danse soit harmonieuse si toi, tu veux répondre à aucun de mes besoins? Par contre, moi, je réponds à tous les tiens. On voit bien que c'est du sens unique. Tout à fait. Donc, non seulement le problème d'indépendance fait que c'est des personnes qui ne peuvent pas être dans une réelle relation classique, posée, et en plus, le fait qu'ils ne répondent à aucun besoin, on fait comment? Et en plus, on doit être sécurité émotionnelle, tu disais. Voilà. Comment on peut faire? C'est impossible. C'est très compliqué. On peut pas être une serpillière et se faire marcher. Voilà. Non, à un moment donné, les miettes, ça va 5 minutes, quoi. Sur une relation longue durée, même pas longue durée. Alors oui, au début, quand il y a la lune de miel, c'est bien parce qu'ils répondent un petit peu aux besoins, parce qu'ils ne sont pas trop activés dans leur peur. Donc au début, ça va. Quand c'est libre, en fait, Voilà. En fait, quand on est... Alors, ils ont une position comme ça par moment de prestataire de service. Donc, c'est-à-dire, occasionnellement, ils peuvent t'aider très bien d'ailleurs, sur un point, sur un autre, mais c'est jamais continu et alors encore moins exigé. Alors, une fois qu'on leur demande un truc continu, exiger un truc qui relève pas de la prestation de service, c'est-à-dire je vais te chercher un Uber Eats ou je sais pas trop quoi, dommage, je voulais pas faire de pub pour Uber Eats, mais bon. C'est pas grave. Mais donc voilà, et donc ça, je peux le faire. Je peux te donner un coup de main sur un truc que tu dois faire pour ton travail et tout, pas de problème. Mais quand tu me mets en situation où tu me dis, écoute, moi j'ai besoin de ça, et c'est un truc plus continu, alors là, il y a plus personne. Ça commence à trembler à l'intérieur, parce qu'en fait, on n'a pas répondu à leurs besoins, il ne faut jamais oublier ça. Donc on n'a pas répondu à leurs besoins, eux finalement vont hériter d'une certaine manière du style d'attachement par exemple de la maman dans ce cas-là, imaginons que c'est avec la maman et tout, qui ne répondait pas aux besoins. Curieusement, j'ai souffert de ça, je me suis adapté avec tous les mécanismes de défense qu'on connaît et tout, mais plus tard, je reproduis exactement le même schéma. Donc je me retrouve dans le schéma de la maman. Ah ben oui, c'est-à-dire que moi-même, maintenant, je ne te répondrai pas aux besoins. Pourquoi? Parce que finalement, ça a quand même été un apprentissage, je l'ai intégré, ça, qu'en fait, une maman ne répond pas aux besoins. Ah oui, d'accord. Donc, je me retrouve avec quelqu'un, maintenant, je veux dire, l'autre figure d'attachement, l'amoureuse ou l'amoureux, je ne réponds pas à ses besoins, parce qu'en fait, c'est plutôt normal, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Qui répond à ses besoins? Soi-même. Je ne réponds pas aux besoins. Par contre, si je veux te faire plaisir, ça doit venir de moi. Mais si tu me demandes de répondre à tes besoins, je te dirais, moi, je ne serais pas bien d'abord. Je ne serais même pas spécialement, parce que c'est quelque chose d'inconscient, donc je ne serais pas exprimé le pourquoi du comment. Et faire de l'introspection, là, c'est très compliqué, puisqu'ils ne font pas d'introspection, on ne pose pas la question. On est là, en gros, je ne sais pas répondre à tes besoins. Je sens que quand c'est ce qu'ils vont potentiellement dire, si jamais ils mettent des mots dessus au début, tu me demandes trop, je ne sais pas comment répondre. Je ne peux pas répondre à tes besoins, je peux répondre à aucun de tes besoins. Mais la genèse de leur histoire, c'est celle-là. C'est ça, c'est qu'en fait, ils reproduisent un schéma comportemental et donc en réalité, ils ont hérité de stratégies
ou plutôt de mécanisme de défense du parent. Oui, je vois. Moi, je vois. Mais du coup, on voit bien que c'est impossible dans une relation. Enfin, en tout cas, dans une relation de couple, c'est juste pas possible. C'est-à-dire une relation avec une dimension du vivant, c'est-à-dire vivant, c'est-à-dire connexion. Hein, le vivant, c'est toujours la connexion. On appelle quand même ça, quand on se sent vivant dans une relation, c'est parce qu'il y a quelque chose de connecté. Hein. Ouais. Et si on est déconnecté, il n'y a pas de vivant. Ouais. Et des fois, on peut être trop connecté. Hein, oui. Ceux qui sont un peu... mais parfois, et souvent, pour les évitants, c'est pas assez connecté, voire pas connecté en réalité. Ils sont pas du tout connectés. Voilà. Donc on sent quoi? On sent de la froideur, on sent un manque de vivant aussi, du vivant là-dedans qui est là. Et donc ça veut dire que pour pouvoir en fait essayer de pallier la problématique, c'est qu'il y a obligatoirement un travail à faire. Ouais. C'est très compliqué sinon. Et le travail, là, en gros, c'est quoi? C'est la base finalement de la problématique, c'est l'insécurité émotionnelle. Hein. C'est pour ça qu'ils ne rentrent pas en interaction, parce qu'ils ont toujours peur du jugement, du rejet. Ils ont souvent ils se sentent insuffisants, hein. Ils ne se sentent jamais, suffisants. Donc, ils partent déjà avec une estime de soi très basse. C'est pour ça aussi qu'ils n'acceptent pas la critique. Hein. C'est pour ça que je dis, quand on met les choses, on emboîte les choses, on comprend que ça a tout à fait du sens. Je n'ai pas dit que c'était facile à vivre, bien sûr, mais ça a clairement du sens. Et donc, l'insécurité émotionnelle, c'est la base du truc. Hein. Et donc, à travers l'insécurité émotionnelle, il y a plusieurs choses à aller investiguer. Ça se passe en thérapie, ça. Donc, notamment, tout ce qui a un rapport aux croyances qui sont sous-tendues par rapport à cette insécurité émotionnelle. On a le travail sur la vulnérabilité aussi. Hein. Donc, voilà. Donc là, il y a aussi un travail pas uniquement cognitif, mais aussi comportemental qui est là-dessus. On peut aussi avoir... on peut travailler sur les différents mécanismes de défense. Mais bon, les mécanismes de défense, c'est très sensible. Hein. C'est-à-dire, on ne chipote pas un mécanisme de défense n'importe comment. Si un mécanisme de défense est là, c'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est pour ça que quand ils sont activés, ils réagissent... ils perdent pied, parce qu'on a touché un mécanisme de défense. D'accord. Okay, donc, c'est ce qui se passe. Mais donc, on peut parler d'une indépendance, revoir la notion d'indépendance, quelles sont les croyances qui sont derrière, différence entre indépendance, autonomie, indépendance toxique, par exemple, tout ce qui permet, en fait, tout ce qui rend difficile la relation. Mais il ne faut pas oublier qu'ils se sont construits seuls. Et que donc ils sont amenés à devoir vivre seuls. Et en fait, quand ils se mettent de côté, ils font un pas de côté comme ça, en fait, ils se retrouvent dans une zone de confort. Alors quand je dis zone de confort, que les choses soient claires, ils ne sont pas à Tahiti, les pieds en éventail. Hein. Ils sont simplement, donc il faut aussi savoir, ça c'est que l'évitant, en fait, il s'autorégule. Donc il régule ses émotions tout seul. L'anxieux aura tendance à appeler une amie, un ami, voilà ce qui s'est passé et tout, donc à une co-régulation, l'évitant pas du tout. Mais c'est pas... Alors on se dit, mais il est seul, qu'est-ce qu'il fait seul? Il fait de l'introspection. Non, mais bien sûr que... il n'y a jamais d'introspection. Non, parce que la régulation pour... parce que la régulation pour l'évitant, c'est plutôt se dissocier, mais à l'aise, quoi. Personne ne me demandera des comptes. Autrement dit, je vais faire toute une série d'activités. J'ai un programme, je planifie toute une série de choses qui me permettent de quoi? De me réguler. Comment est-ce que je me régule? Moi, en tant qu'évitant, en me dissociant. Je ne pense plus aux problèmes, tout va bien. En fait, tout va pas bien. Au final, les problèmes ne sont absolument pas réglés. Il y a jamais, les problèmes ne sont jamais réglés. Et voilà, parce qu'ils sont tout le temps dans une fuite et dans une dissociation. Et donc, quand je vois l'autre de loin qui potentiellement pourrait me reconnecter à moi-même, j'en ai une peur bleue, quoi. Et je ne peux pas voir cette personne. Si je vais la voir, potentiellement, elle me réactive. Et réactivation, c'est pour ça qu'ils s'enfuient alors. Bien sûr, ils s'enfuient pour s'autoréguler. Mais dans un couple, justement, il y a une co-régulation en fait à un moment donné. Quand c'est fait, enfin, il faut que les deux se régulent. Sauf que si l'évitant il est toujours dans une autorégulation,
Bah, il a qu'à rester tout seul, en fait, à un moment donné. Pourquoi il se met en couple? Non, mais c'est une vraie question. Pourquoi il se met en couple? Puisqu'il veut se réguler tout seul. Il veut ne pas répondre aux besoins de l'autre. Il est indépendant. Bah, pourquoi il reste pas tout seul? Parce qu'il a besoin de chaleur. Il a un profil. Et lui, il donne de la froideur. Alors, En fait, la question, c'est pourquoi vous êtes attiré par sa froideur? En général, parce que tout simplement, au début, il n'est pas froid. Et il n'est pas aussi distant émotionnellement au début. Mais il n'est pas tout chaud non plus. Il n'est pas tout chaud non plus. Mais au début, quand même, on a l'impression d'avoir quelqu'un de tout à fait normal. Qui semble, oui, un petit peu froid. Mais on se dit qu'il va se dérider avec le temps et qu'il va être un petit peu plus chaud. Il va être à température ambiante au moins. Sauf qu'en fait, au début, comme c'est la lune de miel qu'il n'est pas activé dans ses peurs, on n'a pas la même personne qu'on a après quand même. Il y a un gros changement après. Oui, et le gros changement, c'est quoi? C'est qu'au début, il a pu faire illusion avec son faux Voilà. Oui. Et le problème, c'est que plus la relation va avancer, et plus, en fait, le faux self va tomber... ça va se fissurer, en fait. Ça va se fissurer, ouais. Là, ça devient dangereux. Parce que lui, le risque, c'est quoi, une fois de plus? Si jamais on découvre qui je suis et je me sens insuffisant, ce qui n'est pas le cas, mais il se sent insuffisant, l'autre va le découvrir, et quand il découvrira la vraie personne qui est derrière, ben, c'est sûr qu'on va me rejeter. Tout à fait. Oui. Donc voilà, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là, mais pour moi, ça veut dire qu'il y a un travail comme ça qui se fait, comment dire, autour de l'insécurité émotionnelle et de tout ce que j'ai dit auparavant, et c'est des dimensions que ça qui doivent être... Alors la question, c'est comment est-ce qu'un évitant va chez un psy? Oula. Bah, il n'y va jamais. Grosse question. Alors, il y va, il y a quelques cas où il y va, c'est il vit quelque chose de tellement fort émotionnellement qui l'empêche finalement de fonctionner. Il y a un problème, là, je sais plus où j'en suis. D'habitude, il gère, pourquoi? Parce qu'il est dissocié. Oui, voilà. Mais là, il s'autorégule. Là, il n'arrive pas à s'autoréguler. Il n'arrive plus à s'autoréguler, il n'arrive plus à se dissocier autant. D'accord. Donc, il vit des charges émotionnelles très, très fortes. Donc, là, il y a une chance pour qu'il aille voir un psy. Une autre manière de voir un psy, c'est la plus fréquente, c'est en réalité, eux se rendent compte de rien, mais il y a le partenaire, la partenaire qui dit si tu continues comme ça n'ira pas. Risque de rejet dans un mariage ou dans une longue relation. Et à ce moment-là, on y va, mais celui ou celle qui porte le mandat, c'est le concubin, c'est le compagnon. Oui, en gros, l'évitant, il y va pour faire plaisir il y va pour faire plaisir. au partenaire. Donc, au niveau de la motivation, il n'y a rien. Et d'ailleurs, du coup, ça ne tient pas, en fait, parce qu'il ne reste pas longtemps, en général, en thérapie, quand ça ne vient pas de lui. Exactement. Donc, on doit souvent regarder la question du mandat, qui porte le mandat, parce que c'est important, notamment par rapport à la motivation et donc la capacité, la motivation, donc la force qu'on met à un changement potentiel dans l'entreprise d'une thérapie. Et pourquoi ils ne vont pas se faire aider finalement? Par exemple, parce qu'on les met souvent, on les compare souvent, même s'ils ont des profils complètement opposés, parce que l'un a développé un attachement anxieux, dépendant affectif, et l'autre un attachement évitant. Pourquoi l'anxieux, il est plus enclin à aller se faire aider, à aller se remettre en question, à aller voir un psy, plutôt que finalement l'évitant qui, franchement, il va... ultra rarement, faut le dire, c'est dans les cas ultra extrêmes de burn-out, de deuil, de grandes maladies. Pourquoi l'anxieux, il est plus enclin? Alors l'anxieux, on a vu tout à l'heure l'évitant dans sa phase enfant, donc dans le rapport au lien d'attachement, comment dire, à la maman par exemple, ou au papa, mais bon, c'est souvent la maman. Maintenant, il faut expliquer l'anxieux. Alors, l'anxieux aussi, c'est intéressant de voir finalement, lui, comment est-ce qu'il se construit sur ce plan-là. Et ça va répondre à la question de l'introspection. En tout cas, je vais essayer d'y répondre de cette manière-là. Donc, la première chose qui se passe, c'est que l'anxieux, bébé, lorsqu'il se retrouve face à une maman, par exemple, qui le gronde ou qui n'est pas contente, il ne se met pas en retrait, il ne se referme pas sur lui-même. L'anxieux, il essaye d'être mieux. Ah oui. Donc peut-être je ferai plus de sourire à maman si je vois qu'elle n'est pas contente. Je veux lui montrer que je sais faire plein de trucs et tout. Pourquoi? Parce que moi, je recherche cet amour de maman. Okay, donc je n'ai pas pris la fuite comme a fait le truc. Donc
à ce type de comportement-là, l'évitant, lui, il se met en retrait, il dit « Ok, d'accord, j'ai compris que là, ça va être compliqué. » L'anxieux, il y va. Moi, j'ai besoin. Maman, regarde, je fais plein de sourires, je fais plein de ceci, je marche, je fais ceci, peu importe ce qu'il fait. Bref, il essaye de plaire. Oui. Donc ça, c'est important parce que lui, face au risque d'abandon, il met quelque chose en place. Donc, il se remet en question. Oui. Ah, peut-être que maman, en fait, ceci, cela. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour... Alors, tout ça se passe évidemment sur le plan inconscient, on est d'accord. Oui. Bon. Il dit, comment est-ce que je vais m'investir plus et mieux? C'est tout à fait l'inverse de l'évitant, on est d'accord. Donc, voilà la réponse qu'il donne à la figure d'attachement, donc la maman, en l'occurrence ici. Et ça amène à quoi? Enfin, ça met en relief quoi? Cette capacité d'introspection. Il peut déjà introspecter quelque chose, se dire, tiens, peut-être que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela. Au lieu de dire, j'ai peur de me faire abandonner, je me renferme sur moi-même, non. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour? OK? Donc l'anxieux, il se trouve dans cette situation-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant pour l'anxieux quand il se retrouve face à un évitant? Parce que là, en fait, je dis ça parce que j'ai lu aussi dans pas mal de commentaires, effectivement, tout le monde est, voilà. Mais ça serait bien aussi de ramener quelque chose aussi à l'anxieux. Donc, l'amoureuse ou l'amoureux, donc l'amoureuse évitante pour l'anxieux, ou l'amoureux évitant pour l'anxieuse, potentiellement, c'est la figure d'attachement de départ. Oui. Donc, l'amoureuse égale symboliquement, c'est la mère symbolique. Oui. Il faut un transfert sur le ou la partenaire. Oui, et donc l'évitant, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Lui, il part, puisque c'est sa spécialité, il part. Et qu'est-ce que fait l'anxieux? Il fait comme quand il était petit. Qu'est-ce que j'ai pas fait de suffisamment bien? Donc peut-être que je pourrais faire ça. Et alors, il commence à mettre toute une série de choses en place. Et pour ça, ça lui demande d'introspecter quelque chose. Parce que ça veut dire que, tiens, peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que j'ai pas fait les choses correctement. Donc, il va essayer toute une série de choses. Donc, l'anxieux, c'est ce qu'il fait. Ah oui. Okay. Oui. On voit que c'est un rapport directement avec le lien d'attachement dès le départ. Tout à fait. Et donc, il se dit, mais j'ai pas envie d'être abandonné, mais moi, de toute façon, je connais pas la théorie de l'évitement, je pars et tout. Donc, c'est que je suis pas assez bien, mais j'ai pas envie d'être abandonné. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je fais exactement la même chose que quand j'étais petit. Comment est-ce que je peux être mieux et comment est-ce que je peux faire plus et mieux? OK? Et donc, ce qui va se passer, c'est que plus l'évitant s'échappe, plus l'anxieux, en fait, se met dans une situation où il fait encore de plus en plus de choses. Oui. On se met... Alors, cette fois-ci, maintenant, c'est en deux. Oh là là. À la fin, c'est une serpillière. Ah là là, oui. Une serpillière et tout ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit, j'ai loupé quelque chose. Mais ça montre bien que j'ai pu me remettre en question, ça. Alors, ça, c'est le problème. C'est que quand on va trop loin, on se retrouve dans une situation où, évidemment, l'évitant se retrouve... l'anxieux, se retrouve dans une sorte qu'on appelle un concept d'aversion à la perte. C'est celui qui mise dans les enchères. Au début, ça commence à 1 €. Mais j'ai un objet... en fait, la théorie veut que plus je mise sur un objet, plus je m'attache. Oui. OK? Oui. Donc, si on remonte chaque fois l'enchère de 50 cents, on commence à 1 €, donc ça veut dire que j'ai misé quasiment 40 fois pour arriver à 20 €. 40 fois, je suis déjà en train de créer un lien d'attachement. Ah oui, je vois, oui. Donc, moi, j'augmente les enchères. De l'autre côté, on part. Et donc, en gros, maintenant, c'est moi qui suis activé. Qu'est-ce que je fais? Je poursuis l'évitant, évidemment, ça c'est normal. Alors, dans les faits, c'est pas normal, mais on comprend bien la dynamique ici qui met en perspective, en fait, cette fois-ci, l'envers du décor. Plus du côté de l'évitant, mais du côté de l'anxieux. Et donc, c'est comme ça que l'anxieux est activé par l'évitant cette fois-ci. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est chaque fois que je ne fais pas assez bien, il y a quelque chose que j'ai mal fait et il faut que j'aille toujours de plus en plus loin. Et je pense que je lis ça aussi, Naï, parce que
Je pense que c'est important aussi. Je vois beaucoup d'anxieux qui se plaignent. Bien Et sûr. c'est aussi important qu'ils comprennent, parce que finalement, cette histoire d'évitant et tout ça, bon, même si c'est quand même sur le plan amoureux, c'est vraiment, c'est pas gai du tout, mais Oui, on va dire quand même que ça nous ramène à nous-mêmes. oui, Et ça doit aussi finalement, enfin, ça révèle des failles oui. voilà, souvent, parce que je vois souvent des anxieux qui sont dans cette situation-là, en tout cas qui ont le profil d'anxieux. Il n'y a pas que, hein, évidemment, Oui, oui. et donc ça, c'est aussi une manière de se dire, tiens, c'est une faille que j'ai en moi, et c'est aussi une manière d'expliquer qu'est-ce qui se met en branle lorsque, cette fois-ci, l'évitant vous active. Parce que nous, on parlait tout à l'heure de l'anxieux qui active l'évitant, mais l'évitant active l'anxieux. Bien sûr, Et l'anxieux, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il suit. bien sûr. Comment je vais plaire à la maman symbolique? Ouais. Et je fais tout. Une roue, un flic-flac. Tout à fait. Tu vois. Donc on est voilà. C'est vrai. Voilà. Donc